Bonjour à tous et merci d'être présents pour ce dernier Café sans filtre de l'année. Je suis ravie d'avoir une classe du lycée du Grand Nouméa présente ce matin. Donc, je ne vous connais pas, moi je m'appelle Naomi Dakulsi, je suis chargée de mission donc, au pôle Pépite. J'espère que vous en avez entendu parler parce que vraiment, vous avez des enseignants qui sont bien impliqués dans ce dispositif. Mais au cas où, je vais vous mettre, et puis ça fera un petit rappel aussi pour nos intervenants, une vidéo de présentation du dispositif. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça peut vous apporter? Parce que du coup, vous êtes en terminale, c'est bien ça, je ne me dis pas n'importe quoi, voilà. Et du coup, dès l'année prochaine, si vous avez votre bac, vous pourrez potentiellement candidater à ce dispositif si vous avez des projets dans l'entrepreneuriat. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est s'associer et les règles d'une collaboration réussie. Donc comment on va choisir un associé pour monter une entreprise, choisir des collaborateurs aussi. Et donc on a 4 intervenants ce matin qui nous font le plaisir d'être là pour échanger à ce sujet, parler de leur expérience dans ce domaine. Et ce sera animé par Irvine, qui est étudiant entrepreneur de la promotion 2023. Voilà, c'est pas un exercice évident non plus de parler devant du monde, donc je vous demanderai d'être participatif et n'hésitez pas à poser des questions. Encore une fois, les intervenants ils sont là pour répondre, ils prennent de leur temps pour échanger avec vous. Il n'y a pas de questions bêtes. Si vous la posez, c'est qu'il y a une réponse à apporter. Donc n'hésitez pas à lever la main et on vous écoute pour intervenir. Alors on va commencer par la petite vidéo de présentation Pépite. Voilà, qui dure quelques minutes. Je vous lance ça. Non, faux départ. Avec le son, c'est mieux. Et salut! Tu fais quoi là? Oh, je suis en train de réparer un petit truc sur la bécane d'un copain, c'est 3 fois rien. Eh mais t'as l'air super doué, t'as déjà pensé à monter ta boîte? Non, arrête, j'y connais rien. Et tu connais pas Pépite? Pépite, comme une pépite de chocolat? Ah, ça va, je rigole. C'est quoi ton truc? Alors Pépite, c'est le pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat en Nouvelle-Calédonie. Pour t'expliquer, c'est un pôle fait pour te permettre en parallèle de tes études de te lancer dans l'entrepreneuriat. Si tu as eu ton bac et que tu es en BTS, en licence, en master ou plus, et quel que soit ton domaine d'études, lettres, langues, maths, informatique, économie, chimie... Bon, en tout cas, il y a Pépite qui est là pour t'aider à lancer ta boîte et à devenir ton propre patron. Donc, pour t'expliquer, tu peux candidater seul ou en équipe. L'essentiel, c'est d'avoir une idée en lien avec tes études, tes passions, genre pour toi, la moto. Pas mal le tatouage. Ça peut être aussi une envie de reprendre une entreprise. Ou de créer ton association. Pépite va t'apporter, en dehors de tes cours, des ateliers pour t'aider. Tu auras des tuteurs, tu pourras rencontrer d'autres entrepreneurs et tu pourras avoir accès à une salle tout équipée pour travailler sur ton projet. Les autres avantages de Pépite, c'est de te permettre de remplacer ton stage ou ton projet tutoré par un stage ou un projet dans ta propre entreprise. Et tout ça, c'est gratuit. En plus, cerise sur le gâteau, chaque année, le prix Pépite récompense le meilleur projet. L'an dernier, un étudiant entrepreneur a gagné la somme de 1,5 million. Pas mal pour t'aider à monter ta boîte, non? Ah oui, trop bien! Mais attends, mais moi je suis plus étudiante. Non, mais si t'es jeune diplômé, tu as aussi accès à Pépite. Faudra t'inscrire en D2E, c'est un diplôme d'étudiant entrepreneur qui te permettra de redevenir étudiant pour t'inscrire à Pépite. Et même si tu pars continuer tes études en métropole, on pourra te mettre en relation avec le Pépite de ta région. Car Pépite, c'est valable dans toute la France. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Ah mais c'est génial! Il y a plein de jeunes comme nous qui se sont lancés et qui sont aujourd'hui patrons et patronnes de grandes entreprises. J'adore. C'est chaud. Excellent. Voilà, du coup, j'espère que vous voyez un petit peu plus clair sur ce qu'est le dispositif Pépite. Et encore une fois, moi, c'est mon rôle de vous accompagner. Donc, si vous êtes intéressés, juste curieux, que ce soit pour maintenant ou les années à venir, pour des personnes que vous connaissez, n'hésitez pas à les renvoyer, à nous appeler. On prend un rendez-vous. Je prends le temps de connaître votre projet, de voir si ça peut correspondre et de vous expliquer plus en détail en quoi consiste le programme. Mais voilà, c'est un super dispositif qui est vraiment destiné aux étudiants et jeunes diplômés. Donc, c'est une chance d'en avoir un en Nouvelle-Calédonie. Donc, saisissez-le. Encore une fois, si vous êtes étudiant, c'est gratuit en plus. Et derrière, vous avez accès à plein de choses. Et dans tous les cas, que vous montiez une entreprise ou pas, ça vous apprendra aussi à prendre confiance en vous, à prendre la parole justement devant du monde, apprendre à vous connaître et à savoir un petit peu plus aussi ce que vous voulez faire plus tard. Et donc, c'est une belle expérience et je pense que certains pépites qui sont dans la salle pourront en témoigner. Avant de passer à la suite, je voudrais remercier bien sûr tous nos partenaires qui contribuent à ce programme et on a aussi du coup les participants à French Tech Tremplin ce matin qui sont dans la salle, donc on les remercie. Ça fait partie aussi du réseau de pouvoir permettre que des événements soient en commun et de faire bénéficier tous ceux qui sont intéressés de près ou de loin par l'entrepreneuriat de participer à ces événements.
Un grand merci à nos membres fondateurs, justement des membres du vice-rectorat qui sont présents ce matin, la CCI, le GC Pacifique Sud avec qui on travaille beaucoup aussi, l'incubateur, ADECAL et l'université bien sûr qui nous accueille ici. Et tous nos autres partenaires, tuteurs, tutrices qui permettent à ce programme de fonctionner, qui donnent de leur temps et de leur énergie pour accompagner les étudiants entrepreneurs, mais aussi pour faire découvrir et sensibiliser à l'entrepreneuriat en Nouvelle-Calédonie. Donc merci à eux. Alors, on a encore une petite phase de présentation, mais je vais laisser ensuite la parole à Irvine. Donc, je vous remercie, j'ai passé un bon moment. On finira par un petit temps convivial dehors devant l'amphi. Donc restez parmi nous et bonne écoute. Bonjour à tous. Donc, voilà, pour commencer, je me présente, je m'appelle Irvine Guillaume. Donc, comme vous pouvez le voir, là, dans la première phase, nous aurons une présentation des projets pépites. Ensuite, dans la deuxième phase, s'associer les règles d'une collaboration réussite. En 3, la table ronde. Et enfin, en 4, à la fin de cette session, nous aurons le café croissant. Donc, j'espère que vous êtes là, c'est pas pour le café croissant, mais justement pour les 3 premières phases qui auront lieu. Donc, moi, je me présente, je me représente encore. Bon, c'est le track, je m'excuse. Je suis un peu stressé aussi parce que, voilà, j'ai aussi ma licence à préparer. Je dois valider des EC qui sont très stressants et très condensés. Donc, pour présenter la promotion Pépite 2023, donc, à la base, on était plus d'une quinzaine avec des projets très variés et très divers. Ça allait du simple, c'est un bien grand mot, c'est un petit mot. Donc, on avait plusieurs, ça allait du simple projet agricole jusqu'au projet de communication plus technologique et plus high-tech. Donc, comme vous pouvez voir, on était tous... on avait même aussi de l'antenne de Baco aussi, on était. Donc, on était plusieurs à avoir des projets à développer, à essayer de... Enfin, on était à... un stress de fou. Ouais. Donc, pour commencer, la base de mon projet, moi, c'était un projet agricole. Donc, ça portait sur le développement agricole de la Nouvelle-Calédonie, notamment sur promouvoir comment la Nouvelle-Calédonie peut-elle se nourrir. Notamment par, moi, ce que je voudrais faire, c'est développer un élevage piscicole, notamment sur l'élevage de tilapia. Je ne sais pas si vous connaissez ce poisson ici. Il y en a qui connaissent. Si vous voulez lever la main juste pour avoir un avis, voilà. Ok, je vous ferai parvenir mes fiches d'études de marché. Ensuite, moi, mon projet, en gros, ça porte à faire cette ferme piscicole, mais pas notamment que cette ferme. J'aimerais aussi promouvoir, porter une pierre à l'édifice sur justement le fait que la Nouvelle-Calédonie doit s'autosuffire dans l'agroalimentaire, dans l'agriculture, justement pour que nous puissions consommer des choses qui viennent de chez nous. Voilà, c'est la base. Nous avons aussi eu des projets tels que sur des applications où on avait, par exemple, faire les courses à proximité avec l'application, un peu comme Uber Eats ou des trucs comme ça. On a eu aussi un écolodge, avant ma collègue qui va être là. Si tu veux en parler, par exemple. Je vous présente Anne-Claire. Bonjour, moi c'est Anne-Claire. Alors mon projet est de créer un écolodge sur Moindou. Donc il y aurait plusieurs types d'hébergements, des activités, un restaurant, une petite épicerie pour promouvoir justement les produits de la Nouvelle-Calédonie et surtout de Moindou. Voilà. Voilà, nous avons mon pote Basile aussi qui a un projet Pépite qui était avec moi en 2023, cette année. Basile. Alors bonjour à tous, moi c'est Basile. Mon projet en fait ce serait de mettre en place une plateforme numérique qui mettrait en relation en fait ce serait une mise en relation entre les agriculteurs et les consommateurs dans le cadre du gaspillage agricole. Voilà. Merci Basile. Pardon. Donc, voici notre promotion Pépite que nous avons eue cette année. Très belle promotion d'ailleurs. Beaucoup d'ententes. On a essayé de limiter justement les rivalités aussi. Parce que on a tous des projets où on voudrait justement gagner le premier prix, comme vous avez vu dans la vidéo, avec les 1 500 000.
Et donc, on peut se tirer du plomb dans les pattes, mais là, c'était vraiment, vraiment pas cet objectif-là. Au contraire, on était contents quand ils ont reçu chacun leur prix, fiers d'eux, justement, fiers de leur réussite, de notre parcours. Chacun, on s'est encouragé justement à se pousser l'un à l'autre jusqu'à la réussite de nos projets. Donc, un grand merci à la cellule Pépite, à Naomi qui nous a beaucoup encouragés aussi, nos tuteurs, nos tutrices, et aussi aux intervenants que nous avons eus, aux professeurs, par exemple votre professeur de terminale qui vous accompagne, qui est là avec nous. Donc il nous a beaucoup aidé aussi, beaucoup donné de conseils. Et bon, je ne sais pas si avec vous en terminale, il délire bien, mais avec nous, il délire bien aussi. Ouais. Voilà. Pour suivant, la slide suivante. Donc, s'associer, les règles d'une collaboration réussie. Donc, comme moi je suis en LLSH, je suis en littéraire, donc j'aime bien décortiquer les choses. Donc, s'associer, pour vous, c'est quoi s'associer? Être en union avec quelqu'un. Donc là, si par exemple on part dans le thème de professionnel, s'associer. Partenaire? Très bien. Donc, le fait de s'associer, c'est pouvoir chercher un collaborateur qui va nous aider justement à mettre en place notre entreprise et justement à l'élever, à la mener vers le haut. Donc s'associer, c'est bien, mais il ne faut pas s'associer avec n'importe qui. Donc vous allez me dire, donc Irving, c'est des bien gros mots, pas s'associer avec n'importe qui, comment on peut faire? Non, ne vous inquiétez pas, je vais vous le dire. Je l'ai noté sur mon téléphone parce que je ne suis pas capable de retenir. Donc, tout d'abord, nous avons l'âme de l'entrepreneur. Qu'est-ce qu'on peut entendre par là? Donc, on va dire pour l'âme de l'entrepreneur, c'est son engagement dans l'entreprise. Si votre associé il est engagé juste parce qu'il aura une rente tous les mois, ou tous les 2 mois, il faudrait changer d'associé. L'associé, c'est quelqu'un qui va s'y mettre 50-50 comme vous le mettez à 50 ou à 100% dans cette entreprise que vous voulez monter parce qu'il a un intérêt pour cette entreprise. Voilà ce qu'il faut savoir. Donc, aussi, dans une deuxième temps, la comptabilité nécessaire. Qu'est-ce qu'on peut entendre par comptabilité nécessaire dans une entreprise en cherchant un associé? La comptabilité, c'est, je vous dis le terme, un associé qui a une complémentarité des compétences pour vous tirer l'entreprise vers le haut, favorisant un succès en unissant les qualités distinctes, même si les parcours ne sont pas similaires. Donc c'est chercher quelqu'un, même qui n'a pas la même formation, qui n'a pas les mêmes diplômes, mais qui pourrait apporter quelque chose, une plus-value à votre entreprise. D'accord, peut-être il ne sait pas faire les comptes, mais peut-être qu'il sait très bien gérer le contact avec les personnes, qui lui va plus se rapprocher, il va plus faire de la publicité, lui il est plus avenant, il sait mieux parler, et vous êtes plus dans les chiffres. Voilà, c'est un exemple. Hein. Dans un troisième temps, nous avons avoir les mêmes méthodes de travail. Qu'est-ce qu'on peut entendre par là aussi? Il faut savoir que l'échec de plusieurs entreprises, c'est parce que ça se base sur des associés qui n'ont pas les mêmes méthodes de travail. Il faut de la rigueur pour cela. Oui, toi, tu fais cette tâche-là, moi, je fais cette tâche-là, mais au final, quand on arrive à la fin du mois, quand on fait les comptes, quand on fait un rapport sur toute l'entreprise, chacun a fait son métier, son boulot, sa part de la chose dans l'entreprise. C'est bon pour vous? Je vous perds. Ça va? Vous avez des questions? Ok, on continue. Donc en fait, ensuite, comment trouver cet associé? Pour terminer, comment trouver cet associé? Vous avez une idée? Par exemple, là, vous voulez monter une boîte. Vous avez des idées à proposer?
Le réseau, oui, très bien. Mais dans ce réseau, on pourrait associer qui? Chercher qui dans ce réseau? Très bien, ok, d'accord. La même vision, c'est un point. On peut avoir aussi des collègues qui auraient peut-être un même point de vue sur l'entreprise, peut-être de la famille, des amis. Voilà, tout ce réseau, comme vous l'a dit votre collègue. Chercher un bon associé. Mais, toutefois, il y a des précautions à prendre. Parce que ça peut être quelqu'un de la famille, mais si on prend quelqu'un de la famille, c'est juste, on dit, bon, ben, c'est pour l'aider parce qu'il n'a pas de travail, le pauvre, j'ai pitié de lui, je vais le mettre dans l'entreprise. Puis qu'au final, ben, il vous apporte plus de soucis que de résultats. Ah, ça ne vaut pas le coup. Moi, personnellement, je vous parle un peu de moi. Personnellement, quand j'ai voulu mettre en place justement cette ferme piscicole, j'ai regardé les profils dans la famille. J'ai vu qu'il y a des cousins. Les gars, ben, restez sur Fortnite, quoi. Hein. Très bien. Ça, c'est pour la partie s'associer. J'espère que vous avez compris certains trucs. Pardon si j'ai pas été assez clair. Il y a le stress aussi qui monte et tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, Basile? Tu as un exemple pour ton entreprise? Ok, d'accord. Merci, Basile. Oui? Moi, j'en ai plusieurs aussi qui, en fait, mettent justement, c'est sur la partie technique de l'élevage du poisson, parce que, à savoir qu'ici en Nouvelle-Calédonie, ils n'ont pas encore testé ce type de pisciculture. C'est un type de pisciculture qui est le plus présent dans le monde, mais c'est surtout en Asie et en Afrique, pas dans le Pacifique. Parce que ça fait très peur, sachant que c'est une espèce invasive. Et comme la Nouvelle-Calédonie, elle a certaines restrictions, enfin, beaucoup de restrictions par rapport aux espèces invasives. Donc, on essaie justement de chercher des solutions déjà avec le centre technique aquacole de la Nouvelle-Calédonie. Et après, j'ai d'autres amis aussi qui sont dedans, qui sont en SVT, l'autre côté, qui m'aident aussi à chercher comment on peut gérer des bassins le plus écologiquement possible. Oui. Merci pour le partage. C'est une chose à prendre aussi en compte. Oui. Merci pour le partage. Pardon? Ok, d'accord. On passe à la table ronde. Merci pour votre participation.
j'ai ma vision, très du Nord, mais comme on a eu les cours en juridique, donc il faut être raisonnable si on veut se séparer, tu vois. Oui, parce que, ben oui. Messieurs, dames les intervenants, merci de nous avoir rejoints ce matin. Donc, on va vous laisser vous présenter. Honneur aux dames. Bonjour, alors moi je suis Julie Baron et je suis co-gérante d'une laverie, Easy Laverie. Voilà. Moi je suis Lydia Gracia, donc je sais que beaucoup de personnes me connaissent peut-être déjà. Moi je suis sur ma deuxième partie de carrière, parce que ma première partie de carrière, je travaillais dans une très très grosse société. Pour ne pas la citer, c'est Canal+, pendant plus de 30 ans. Donc, j'ai plein de sujets là-dessus. En tant que directrice financière, mais bon, ça, c'est pour ceux qui veulent parler de chiffres. Et là, sur ma deuxième partie de vie, je suis pas mal en accompagnement de porteurs de projets, puisque je mets tout ce que je sais à l'heure pour les aider. Donc, effectivement, même si on est beaucoup d'expérience, on est quand même aussi un peu stressé. Donc, il ne faut pas croire. Bonjour à tous, moi c'est Christophe Vidayac, donc j'ai 34 ans, je suis papa de 2 petits-enfants et je suis gérant d'un groupe de sociétés qui sont ECSS, le Beauty Bar et Porte Automatique System. Ce sont des montages différents sur lesquels on aura l'occasion d'échanger parce que c'est des associations qui sont à chaque fois différentes pour chacune d'entre elles. Voilà. Bonjour, donc je suis Yann Michils, je suis le directeur pour AG2R La Mondiale en Nouvelle-Calédonie et pour le développement aussi du Pacifique. Donc l'idée aussi de notre présence, ça peut vous sembler peut-être pourquoi un assureur ? Parce que dans notre métier, nous sommes experts en protection sociale, ça veut dire qu'on accompagne les dirigeants d'entreprise à pouvoir choisir leur statut social et à pouvoir regarder d'après leur passé professionnel, d'après leur projet, comment ils peuvent s'organiser juridiquement, comment ils peuvent s'organiser du point de vue social et d'avoir un statut adapté à cette situation. Et là, on peut les accompagner dans cette voie-là et c'est pour cette raison qu'on intervient auprès de vous ce matin. Merci pour votre présentation. Donc, on va passer justement à l'interview entre les élèves et les intervenants. Donc, si vous avez des questions. Ah oui. C'est vrai, pardon. Ouh. Très bien. Alors bonjour, alors nous on est 2 dans la société, Isabella qui est donc restée à la boutique, on a une laverie donc c'est très prenant et moi j'ai pas eu le choix de venir parce que c'était soit venir ici soit faire la compta et comme je ne sais pas faire la compta, et ben voilà. Nous notre force du coup c'est qu'on est très complémentaires, moi c'est beaucoup la logistique, les livraisons, le terrain, se saillir les mains en général. Et puis ça c'est tout le côté administratif, c'est comme ça qu'on s'est trouvés. On est des anciennes collègues de travail, on travaillait dans le tourisme ensemble. Forcément Covid, alors moi je gérais les escales des bateaux de croisière, donc forcément c'était très vite terminé. Et Isa elle gérait des groupes allemands, italiens, elle est italienne. Et toutes les 2, on s'est retrouvés au chômage. Elle étant italienne, elle a retrouvé du travail très vite, mais elle a travaillé pour une boîte de conseil, elle vient du monde de la finance. Ça lui plaisait pas des masses, elle voulait faire quelque chose à elle. À la base, elle voulait partir dans la cuisine. Et là, je lui ai dit, sans moi, parce que ma spécialité, c'est les toasts. Donc, on aurait été très vite au chômage. Et en bas de chez elle, il se trouve qu'il y avait une laverie qui a fermé pendant le Covid. Pas l'activité en soi, c'était pas l'activité qui était mauvaise, c'était une mauvaise gérance, on va dire. La personne était très jeune, je pense qu'elle avait envie de faire autre chose, se retrouver sous le poids de la famille, de devoir racheter les parts, de racheter la boutique de la tante. Et elle me dit, est-ce que ça te dit qu'on se lance là-dedans ensemble ? À savoir que Isabella et moi, on était plus des collègues de travail que des amis à la base, et encore, on travaillait même pas dans la même filière, dans la même
partie dans la boîte dans laquelle on bossait ensemble. Donc, on savait comment l'une et l'autre travaillaient, mais de loin. On n'avait jamais vraiment travaillé ensemble. Et du coup, j'ai dit, ben oui, c'est une très bonne idée. Je ne sais pas du tout comment tu travailles et on n'est même pas vraiment des amis à la base. C'est parti. Je me suis dit, pourquoi pas. On est parti comme ça. Et finalement, on est très complémentaires. Elle fait tout ce qui est administratif et moi, tout le reste. Mais on travaille toutes les deux autant à la boutique. Alors, c'est très prenant. Je le disais souvent à Naomi quand on a commencé à discuter de la société. Si c'était à refaire, je le referais tout de suite. Isabella aussi, mais alors en début de vingtaine. Pas en fin de quarantaine ou en début de cinquantaine pour nous. C'est une activité qui est très éreintante et du coup, c'est là qu'on a pu découvrir. Il nous est arrivé plein de choses aussi. On a ouvert la société en janvier 2021. La boutique a brûlé en août, donc il a fallu refaire toute la société, retrouver un local, racheter des machines, se refaire une base clientèle, repartir à la chasse au contrat. Enfin, c'était très prenant. On a pris 10 ans toutes les deux en l'espace de 2 mois. On était très heureuses. Mais voilà, mais on a tenu le cap, on a su communiquer, on a toutes les deux des compétences différentes et des qualités différentes, mais du coup, on est très complémentaires. Et voilà, donc je suis là plus pour parler de cet aspect-là des associés. Moi aussi, je suis associée sur quelques affaires par rapport à des porteurs de projets depuis pas mal d'années. Alors, il y a des projets qui fonctionnent, des projets qui durent. Et c'est là où je dis qu'il faut vraiment ne pas avoir peur que les projets durent. La simple chose, c'est que quand on s'associe au départ, si vous créez une société, ça va vous coûter un petit peu d'argent. Donc, il faut savoir mettre de l'argent pour faire ses papiers, pour faire l'enregistrement, avoir un numéro de RID pour être... Et surtout, quand vous commencez à créer une entreprise, vous savez que vous allez avoir des taxes à payer, comme la patente. Donc, il faut savoir si vous allez mettre en place ou non, ou si vous le laissez encore en sommeil pour bien réfléchir. Donc, moi, j'ai eu tous ces cas-là. J'ai eu les cas de très très grosses sociétés, mais ça, je ne vais pas vous en parler parce que c'est beaucoup juridique, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup d'expérience là-dessus. Et pour les petites sociétés que je croise là actuellement, ou dans lesquelles je suis encore, ou dans lesquelles je suis dans des sociétés en sommeil, parce que je leur ai dit, on n'avance pas, si vous n'avancez pas, vous pouvez mettre en sommeil votre société, ne sachant que vous n'avez que 2 ans pour mettre en sommeil votre société. Sinon, après, vous avez une patente. Et suivant le libellé que vous allez mettre pour votre société, la patente, elle peut être chère ou pas chère, très chère même. Quand c'est 250 000 par an et que vous n'avez pas d'argent qui rentre, il faut que tout le monde sache sortir cet argent-là. Donc, il faut regarder tout ça. Après, c'est vrai que moi, dans les associés, c'est plutôt la confiance, savoir ce qu'on fait. Moi, je suis une financière dès le départ, hein, donc effectivement, les gens ont confiance en moi. Mais c'est vrai que moi, je suis là plutôt pour dire oui, il y a ça qui irait pas. Et mais par contre, je veux pas être bloquante parce que quand on est financière, on a toujours dire c'est trop cher, ça coûte trop d'argent. Mais il faut faire la part des choses. Moi, ce que je veux, c'est que mon associé, par exemple, eux, il faut qu'ils aient la créativité. Il faut qu'ils se lancent. Après, il ne faut pas avoir peur de l'argent que ça va générer. Parce que c'est là, si ça génère de l'argent, ça va générer des entrées d'argent. Donc, il faut toujours poser et ne pas avoir peur de se dire... Après, vous allez vous apercevoir que ce que vous allez apprendre après dans la vie quand vous allez arriver, c'est que quand vous sortez de l'argent, il y a toujours quelque part une rentabilité et savoir comment je vais gagner pour couvrir cet argent. Donc, voilà. Donc, j'ai plein d'autres. Je vais passer d'abord aux messieurs, et puis après, si vous avez des questions. Merci. Moi, je voulais faire un petit parallèle sur ce que tu disais, notamment dans ta présentation, au niveau du stress. Le stress, c'est bien que vous ayez du stress aujourd'hui par rapport justement au fait que vous soyez en train de passer des diplômes, des examens, etc. Parce que c'est qu'un petit avant-goût de ce qui vous attend quand vous allez arriver dans les affaires. Parce que le stress après dans les affaires, il est quotidien. Il est quotidien, pourquoi ? Parce que tous les matins, vous devez vous lever pour gagner votre pain. Donc si vous travaillez mal, si vous faites des fautes, la sanction en fait, elle est immédiate. C'est que financièrement, derrière, les retombées ne sont pas là. Donc le stress, il est là. Et vous allez voir aussi que parfois, vous pouvez être aussi attaqué par la concurrence. Parfois, vous pouvez avoir une conjoncture économique qui devient vraiment défavorable, comme un peu en ce moment pour certains secteurs. Et tout ça, en fait, c'est là la grosse différence, entre guillemets, avec le salarié.
Parce que le salarié, il n'y a rien de dégradant dans ce que je dis, parce qu'il faut des salariés aussi, hein, mais le salarié, lui, il fait son travail, il est rémunéré derrière. Sa rémunération reste la même. Bien sûr, on attend de lui une qualité du travail. Par contre, vous, votre rémunération, elle dépend quand même beaucoup de la qualité de votre travail et de l'engagement que vous allez mettre dans vos projets. Ça, c'était un premier parallèle, parce que je trouve que le stress, c'est important de s'y habituer, parce que ceux qui ont du mal à le supporter aujourd'hui, soit vous faites un travail sur vous-même et vous vous préparez à l'affronter un peu plus loin, soit il va peut-être falloir changer aussi de projet. Ouais, c'est juste pour continuer sur le stress. J'ai eu l'occasion il y a quelques années d'être dans une société qui faisait normalement un logiciel. Donc ils se sont associés, pas de problème. Effectivement, la communication, c'est important. Il faut juste savoir qu'il y en a un qui n'a pas subi le stress parce qu'en plus, chez lui, il avait des problèmes en plus. Et donc, il est arrivé jusqu'au point ultime, c'est se suicider. Et donc ça, c'est vraiment très, très, très dur. Et j'ai eu le cas d'une ancienne collègue qui a aussi voulu monter une société, qui est rentré dans une société, et effectivement, lui aussi, il y a eu des problèmes et ils sont allés jusque-là. Bon, il faut juste savoir, alors c'est là le message que je voulais vous passer, c'est qu'il y a une association qui s'appelle APESA, l'aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë. Il faut surtout, quand vous commencez à avoir des problèmes et que ça touche tout, la famille, tout, il faut essayer d'en parler. Donc l'APESA sur Facebook, vous allez trouver, il y a un numéro de téléphone. Si vous voyez qu'il y a des gens autour qui sont un peu comme ça, qui sont entrepreneurs, le stress, c'est bien, il y a du stress positif. Moi, je sais que je peux stresser mes porteurs de projets, peut-être, je ne sais pas, ils vont le dire. Mais il faut leur apporter ce qu'il faut pour qu'ils avancent. Donc voilà. Merci, oui. Parce que c'est vrai qu'en plus, pour faire le parallèle, vous êtes jeune et vous êtes en train de vous positionner sur un avenir d'auto-entrepreneur dès le départ. Et ça, il ne faut pas oublier, c'est que souvent aussi, quand on est jeune, on se met en couple. Peut-être, je vous souhaite d'avoir des enfants. Et ça crée vite des embouteillages dans votre emploi du temps, parce qu'il y a de la fatigue, en plus du travail, il y a du stress, etc. Le soir, il y a les enfants à gérer, surtout quand on est dans des enfants en bas âge. Franchement, la période qui est dans les 20-35, on va dire, c'est une période, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est très bien, hein, parce que vous êtes jeune, du coup, et plus vite vous créez, plus vite vous pourrez faire de nouvelles choses et vous améliorer. Mais par contre, vous tombez dans la phase de votre vie où il y a quand même un petit embouteillage dans votre emploi du temps. Et en fait, il y avait un deuxième sujet sur lequel je voulais rebondir aussi. C'était une question qui a été posée sur comment on se sépare. Comment on se sépare. Moi, j'ai envie de dire, en fait, c'est pour bien se séparer, il faut déjà avoir prévu les choses au départ. C'est un peu comme un mariage, en fait. Quand on s'associe, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et pour que ça se passe pour le meilleur, il faut préparer le pire avant. Parce que ça arrive très souvent qu'on peut se séparer. Donc comment on prépare le pire ? Il y a des pactes d'associés, on les a abordés. Il y a des clauses. Il y a des clauses aussi qu'on peut mettre en place, des clauses de non-concurrence par exemple, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant de monter un projet avec quelqu'un, d'être moteur, d'y aller à fond, et puis en fait lui il part, il vous siphonne votre structure, il remonte la même structure en face. Et puis, voilà, vous avez un concurrent de plus qui a tous vos prix, etc. Et puis lui, par contre, vous ne voyez pas quels sont les clients qu'il a attrapés dans votre dos, quoi. Donc déjà, ça se prépare en amont. Et enfin, il y a une autre chose aussi qui, pour moi, est très importante au départ quand on veut s'associer. C'est privilégier le projet à l'argent. Si le projet est de qualité, l'argent viendra. Si le projet il est bancal, l'argent ne viendra pas. Si vous êtes un peu des requins, je dirais, ou des cannibales en affaires qui veulent de l'argent à tout prix de suite, etc., et qui sont prêts à saigner leur projet pour avoir de l'argent, ça ne marchera pas. Franchement, à part si vous avez de la chance, il n'y a pas de règle absolue, hein, mais privilégiez le projet. C'est la qualité du projet qui fera que l'argent viendra et que votre projet grandira derrière. Pour ma part, donc pour la partie associée,
Alors moi j'ai trois montages différents. Le premier c'est un montage familial donc sur ECSS. Donc avant j'ai grandi ici, je suis parti en métropole et après je me suis engagé dans l'armée pendant une dizaine d'années et quand je suis revenu, j'ai eu l'opportunité en fait de racheter un petit bureau d'études familial. Donc ça a été la découverte du monde des affaires. C'est un premier montage que j'ai fait de manière assez confortable parce que déjà l'avantage quand on s'associe en famille, il n'y a pas que des inconvénients, il y a des avantages, c'est que déjà on est censé quand même avoir confiance en la personne. Moi, c'était avec mon père que je me suis associé. Je lui ai racheté ses parts. Je lui ai racheté 90% des parts. Donc, déjà, c'était très confortable pour moi. À partir du moment où je suis majoritaire, ultra majoritaire, plus de minorité de blocage, je savais que mon père me faisait confiance. Moi, en contrepartie, j'avais aussi un devoir de rendu dans mon travail, dans l'accompagnement. Donc, cette association elle était bien. Par contre, pour ceux qui veulent s'associer en famille, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Moi, si je peux dire une des difficultés qui peut apparaître quand on s'associe en famille, c'est la communication. Parce que quand on est en famille, on va avoir tendance un peu à épargner ses proches. Et des fois, dans le monde des affaires, ça secoue un peu. Il y a des choses qui sont stressantes, comme on a dit, il y a des choses qui sont dures. Et des fois, on va remarquer que notre associé, il n'est peut-être pas au rendez-vous sur certaines choses, ou alors il va faire des erreurs, etc. Puis nous, on va peut-être rattraper les erreurs dans l'ombre, peut-être sans vouloir lui dire, parce qu'on veut pas le froisser, ou alors on n'est pas d'accord avec certaines de ses décisions, mais on ne veut pas lui dire, etc. Et ça peut amener derrière d'autres difficultés, et on peut se retrouver à tout mélanger, parce que là, on mélange la bulle familiale et la bulle des affaires. Donc ça peut avoir des conséquences assez lourdes. L'important, nous, ça nous est arrivé un peu, parce que moi j'ai découvert le monde des affaires avec mon père, ça nous est un peu arrivé. L'important pour se sortir de cette impasse, c'est la communication et encore une fois, laisser l'argent à sa place. L'argent, c'est pas au-dessus de tout. Comme je dis, c'est quelque chose, c'est un résultat, mais il y a d'autres choses qui sont plus importantes. Donc à partir du moment où on laisse l'argent à sa place et on lui accorde que l'importance qu'il a, il n'y a pas de raison, ça peut bien se passer. Mais voilà, dans une association familiale, ce qui est important, c'est la communication. Pas chercher systématiquement à épargner l'autre, parce que sinon, au bout d'un moment, on aura de mauvaises retombées. Le deuxième montage que j'ai fait, c'était avec Porte Automatic System. Alors là, pourquoi je me suis associé, comment ça s'est créé à la base, c'était une opportunité en fait. C'était une opportunité parce que j'ai vu, comme souvent, vous verrez, hein, mais c'est souvent des opportunités il faut savoir les saisir. Par rapport à mon bureau d'études en sécurité incendie, j'ai beaucoup de sites en grande distribution et puis j'ai remarqué une entreprise qui faisait un travail vraiment de qualité sur les installations de portes automatiques, de portes séquentielles, de plein de types de portes, etc. Et je trouvais bizarre qu'ils n'intervenaient pas dans un domaine que moi je contrôlais aussi, c'était tout ce qui était les portes coupe-feu notamment. Donc j'y suis allé, j'ai pris ma petite mallette et je suis allé discuter avec eux, je les ai appelés comme ça. Alors en plus je ne savais pas, c'était une société familiale, je me suis retrouvé devant le père, la mère, la fille à boire un café, à leur expliquer que je voulais leur acheter leur société. Donc c'était un peu délicat au départ, mais c'est comme ça, il faut se lancer, hein. J'ai vu que la fille qui à mon âge était très intéressée par la suite des choses, et donc de là, de fil en aiguille, moi j'ai proposé de développer le réseau. C'est ça que j'ai amené en fait. Ce que j'ai amené, c'est développer le réseau parce que j'avais quelques clients en commun, mais je voyais que c'était pas chez tous les clients que j'avais, et avec le bureau d'études. Et en plus, leur amener un process technique qui leur développait aussi la boîte. Voilà. Et eux, derrière, ils avaient toute la structure, tout le socle que je recherchais. J'étais pas un sleeping partner, parce que j'ai quand même un rôle vraiment de développement commercial. Je suis pas là, comme on disait là, un peu les personnes qui prennent juste une rémunération de gérance et qui s'en vont derrière. Non, faut quand même apporter quelque chose. Donc ça s'est passé comme ça. Là, ça a été un montage un peu plus délicat, parce que là, je suis à 50-50. Donc là, il y a eu une petite tractation au départ. Moi, je veux être majoritaire, moi aussi. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Ce qu'on a décidé, c'est qu'on a pris le 50-50. Le 50-50, c'est un peu à double tranchant. Pourquoi c'est à double tranchant ? Parce que on peut se retrouver bloqué. Mais moi, je considère que c'est aussi une façon de faire bien les choses. Parce que quand on est à 50-50, on est obligé de trouver le compromis. S'il n'y a pas de compromis, on n'avance pas. Et souvent, pour faire un compromis, il faut aller vers l'autre. Donc si l'autre il vient aussi vers vous et que vous allez vers lui, le compromis il arrive et souvent le travail se débloque et ça se passe bien. Mais je ne vous cache pas que c'est la situation qui n'est pas la plus confortable au départ parce que on ne sait pas trop comment ça va se passer, quoi. Mais bon.
On n'a pas toujours le luxe d'être en majoritaire. Et enfin, la dernière société dans laquelle je suis associé et gérant, c'est le Beauty Bar qui vient de se monter il y a 1 an à peu près, qui est un centre esthétique. Et là, j'ai changé de rôle. Là, je suis arrivé plutôt en associé financier. C'est-à-dire que je suis arrivé pour financer le projet de A à Z. La personne n'avait pas de quoi le financer. Techniquement, j'y connaissais rien parce que le Beauty Bar, alors c'est quelque chose qui regroupe des esthéticiennes, masseuses et notamment un coiffeur. Vous imaginez qu'un coiffeur, c'est pas moi qui vais lui donner des retours techniques. Vous moquez pas, ça vous arrivera à certains. Je n'ai pas trop regardé, mais à mon avis, il y en a certains qui vont y passer aussi. Ouais. C'est pareil, pas de soutien technique sur la coiffure, ça marche. Là, ça s'est fait une opportunité. Voilà, je suis tombé sur quelqu'un qui a eu un problème. Il s'est raté dans son projet, dans son précédent projet. Il s'est raté avec de lourdes conséquences financières. J'en parle, j'en profite pour faire une petite parenthèse dessus. C'est qu'il a monté son projet, il a engagé énormément d'argent, il a planté la banque. Il a planté la banque sur plusieurs dizaines de millions. Résultat, il n'est plus suivi nulle part et il ne peut plus faire son premier métier qui était coiffeur. Bon, ok, moi au début il me raconte ça, je me dis oui, ok, bon, ben dommage, tant pis, c'est la loi des affaires. Hein. Et je lui dis mais pourquoi, qu'est-ce que tu faisais dans ce milieu-là alors que tu étais coiffeur avant, quoi. Et il me dit en fait c'était mon premier métier. Donc moi j'avais passé 14 ans dans l'équipe du meilleur ouvrier de France, j'ai été finaliste du championnat de France en coiffure, j'ai fait 6 championnats internationaux, il monte ces trucs et tout. Je dis putain, c'est quand même dommage que en fait la banque elle suive pas là. Donc je réfléchis un peu, puis je rappelle et je lui dis bon écoute, il te faut combien pour repartir à zéro dans la coiffure. Il me dit voilà, il me faut, c'était à peu près 6 ou 7 millions pour monter le projet. Du coup, j'ai proposé voilà, je te finance à 100%. Par contre, je prends 51% du projet. Pourquoi j'ai choisi 51%? Pour 2 raisons. Déjà, de mon côté à moi, c'était pour me protéger et m'assurer de récupérer mes billes, même si je les récupère dans longtemps. Si je ne me paye pas pendant 1 an, 2 ans, j'en sais rien, c'est pas grave. L'important, c'est que le projet vive et grossisse derrière. Mais il fallait qu'à un moment donné, je puisse quand même être maître des choses et que je ne sois pas juste fournisseur d'argent et puis derrière, je ne retrouve rien. Ça, c'était pour mon côté. Et pour le côté à lui, pourquoi je lui laisse 49% alors que j'aurais très bien pu lui dire je te file 10% et moi je prends 90%, hein. J'aurais pu lui dire ça aussi. Mais il y a un côté, comme je vous ai dit, il faut quand même garder la morale dans les affaires. Si on n'a pas une morale, ça se passe mal en principe. Et comment on se fait planter quand on n'a pas de morale? Si vous saignez trop quelqu'un, il part. En fait, il part et vous perdez tout votre projet. Vous avez privilégié l'argent et votre position dominante par rapport à la qualité du projet. Donc moi, je lui ai donné 49% parce que je voulais qu'il sente que c'est sa boîte. Et comme dit Steve Jobs, n'embauchez pas quelqu'un pour lui dire quoi faire, sinon faites-le vous-même. Et bien moi, je me suis associé avec quelqu'un, et quand je m'associe avec lui, là, pour le coup, je suis financier, donc je laisse faire. Il gère sa boîte, il est patron, s'il a un problème financier, moi je l'aide. Je l'aide après à développer un peu la communication, etc. et donne certaines idées sur la gestion de la boîte. Par contre, je le laisse faire, c'est son travail et il est pleinement intéressé et investi parce qu'il a 49%. Si je lui avais laissé 10%, je pense que même si je lui ai fait signer une bonne clause de non-concurrence, ça aurait pu quand même, le projet aurait pu tomber dans l'eau et j'aurais pu me faire planter des 6 ou 7 millions, quoi. Pareil, pour me protéger, je fais le parallèle, j'ai fait une clause de non-concurrence. La clause de non-concurrence, souvenez-vous, si jamais vous devez en faire entre associés, il faut qu'elle soit bornée géographiquement. Vous ne pouvez pas interdire à la personne de travailler dans toute la Calédonie. Il faut qu'elle soit aussi limitée dans le temps et rémunérée, et aussi bien cadrée techniquement. Donc il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. D'accord ? Alors l'avantage, c'est quand on est associé, on n'est pas obligé de la rémunérer derrière. Et la limite dans le temps, elle est plus longue. On n'est pas sur 1 an ou 2 ans, on peut aller jusqu'à 5 ans ou 7 ans de priver la personne de nous faire concurrence quand on est associé. Donc elle est quand même plus puissante qu'envers un salarié. Voilà, j'ai fait le tour à peu près. Après, je suis disponible pour en discuter s'il y en a qui veulent en parler après pour le café. C'est 3 types d'associations différentes. Défendez bien votre position au départ, sans tuer le projet et sans écraser votre partenaire, votre associé, parce que sinon ça ne marchera pas. Mais défendez quand même bien votre position au départ, parce que si vous avez remarqué, dans les 3 projets, je ne suis pas minoritaire dans aucun des 3.
parce que je voulais quand même être maître un peu de mon destin et ça peut aider de ne pas être minoritaire. Vous pouvez aller jusqu'au 50-50. Après, au-delà, ça devient un peu plus risqué. Voilà, merci. Voilà, vous avez eu un exposé de tout ce qui peut exister. Nous, on n'est pas associés, mais par contre, tous les jours, on rencontre des associés. Et le constat qu'on peut faire, je vous le dis franchement, c'est que pratiquement tout le monde sait ce qu'il faut faire, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui fait exactement ce qu'il faut faire. Soit pour des raisons de temps, des raisons économiques, pour tout un tas de raisons, mais beaucoup d'entrepreneurs ne font pas ce qu'il faut faire alors qu'ils savent exactement ce qu'il faut faire. En fin de compte, l'association, c'est comme un PV de palabre ou c'est comme un contrat de mariage, comme on l'a dit. Ça veut dire que vous devez écrire comment vous allez vous constituer, comment votre entreprise va fonctionner et comment, si elle doit être dénouée, ça doit se dénouer. Ça doit être écrit. Voilà, souvent, on parle de confiance et tout ça. Alors, je ne vais pas développer cette idée-là, mais parce qu'il faut un peu de temps. Mais la confiance, ça n'a rien à voir avec ça. Parce qu'en fin de compte, les événements peuvent faire que ça se passe mal et ce n'est pas une question de confiance. Mais ça se passera mal si on n'a pas écrit dès le départ comment ça pouvait fonctionner et se dénouer. Et en fin de compte, ce qui va nous pousser, c'est le besoin de financement. Des fois, on n'a pas tout l'argent pour faire ce qu'on doit faire. Des fois, on n'a pas toute la compétence. Donc, on a un besoin de compétences. Et puis, parfois, on a besoin de se développer, des fois économiquement, des fois géographiquement. Et donc, on va devoir faire ce point-là. Et la partie, je voudrais vous raconter une histoire et je terminerai sur ça parce que ça, c'est un exemple que j'ai vécu et qui m'a marqué. Donc, comme ce n'est pas en Calédonie, c'est facile d'en parler. C'est sûrement une entreprise dans le BTP. Et il y avait à peu près une 50aine de salariés. Et cette entreprise, c'est une entreprise familiale. C'est le papa qui a monté ça. Et il a monté ça avec son fils aîné. Et il a 2 filles aussi. Et quand il a constitué la société, il a mis tout le monde. Mais il a mis donc son fils et il a mis ses 2 filles. Donc c'est familial. Sauf que ces filles, elles n'ont jamais travaillé dans l'entreprise. Et c'est son fils qui a, avec son papa, qui a fait grandir cette entreprise et c'est devenu une des plus grosses entreprises du BTP, du secteur dans lequel il vivait. Et puis un jour, il a fallu vendre. Et quand le fils, il a dit, de toute façon, c'est facile, hein. Le reste, tu répartis avec les filles, mais moi, je garde l'entreprise. Et là, ses parents lui ont dit, non, hein, c'est du patrimoine familial, on fait tout pareil, tes sœurs, c'est pareil que toi. Donc, on divise tout en 3. Et là, le fils, il a dit, mais je ne comprends pas, parce que ça fait des années que je travaille avec toi. Comment ça se fait que je veux partager avec mes sœurs ? Et évidemment, vous savez aussi que les sœurs, elles n'étaient pas restées toutes seules. Elles ont eu des maris. Et là, ça a commencé à aller. Je pense que vous devez deviner comment ça s'est terminé. Hein. C'est que plus personne ne s'est parlé dans la famille, ça a implosé, la société, elle a coulé, et ça a fermé. Voilà. Et en fin de compte, monsieur l'a bien dit, c'est quoi le problème ? C'est peut-être un peu la communication, mais c'est surtout que les règles, elles n'étaient pas écrites. Et elles n'étaient pas écrites dès le départ. Et est-ce que les parents ont raison de dire que l'ensemble doit être partagé en 3 parce qu'il a 3 enfants ? Oui. Est-ce que le fils, il a le droit de dire c'est mon entreprise parce que c'est moi qui ai travaillé tout le temps ? Oui. Et au final, tout le monde a raison, tout le monde a tort, j'en sais rien. Mais parce que ce n'est pas écrit, parce que ça n'a pas été dit, parce que ça n'a pas été noté spécifiquement, le problème, il a existé. Et s'il y a quelque chose qu'il faut retenir, et en tout cas, nous, on retient de toutes les entreprises qu'on regarde, avec qui on fait des audits et tout, c'est qu'il faut écrire la façon dont ça va fonctionner. Ce n'est pas une question de confiance, ce n'est pas une question d'émotion, d'amour ou de quoi que ce soit. C'est juste qu'il faut écrire le règlement, tout simplement. S'il n'y a pas de règlement, il peut y avoir des hors-jeux, il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir beaucoup de choses. Donc, en tout cas, nous, de notre point de vue, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se border juridiquement. Il faut écrire comment ça va fonctionner et puis il faut régulièrement en rediscuter.
Voilà, c'est ce qu'on voudrait vous donner comme témoignage de toutes les entreprises qu'on peut visiter. Merci à vous pour votre partage. Donc maintenant, on pourra tourner pour les questions, si vous avez des questions à poser. Du coup, dans le concret, Julie, toi, comment ça s'est passé? Vous avez fait un contrat avec Isabella? Est-ce que vous avez mis des clauses? Est-ce que vous êtes passé par quelqu'un, etc. Donc on est passé par une juriste parce que ni Isabella ni moi n'avions jamais été en business en tant qu'associés. Enfin, moi, je l'avais été seule, mais j'avais jamais eu de partenaire non plus. Et on n'était pas très sûr de comment faire, comment se partager les choses. Et comme moi, financièrement, c'était moi qui ai emmené tout l'argent pour créer la société, on s'est dit, bon, on va faire du 60-40. Et on n'était pas sûr. Finalement, on a voulu faire du 50-50. Quand on est arrivé à la banque, on nous a dit, bon, ça, c'est un peu compliqué. Du coup, on a fait quand même 50-50, mais c'est moi qui ai la signature si jamais il y a des décisions à prendre et qu'on se heurte, etc. C'est moi qui ai la décision finale, mais ça a été très compliqué. On ne savait pas du tout comment faire. On pensait qu'on allait pouvoir se faire... On avait basé ça sur la confiance. On s'est dit, on est des copines, enfin, on est des amis. On avait fini par passer tellement de temps ensemble que on s'est dit, oui, enfin, ça coule de source. On va jamais se prendre la tête, on va jamais se disputer. Et puis finalement, heureusement qu'on a fait ce contrat, parce qu'avec le temps, la fatigue, le stress de devoir faire 2 fois la société en une année, on s'est retrouvés 2 ou 3 fois à se regarder dans le blanc des yeux en se disant, bon là... heureusement qu'on s'est protégé, parce que sinon ça pourrait mal tourner. Enfin, mal tourner. Elle a un fort caractère, moi aussi. Des choses peuvent être dites de temps en temps. On est également très nerveuses toutes les deux, mais pas de la même façon. Et heureusement, elle s'énerve tout de suite, très vite, ça hurle. Moi, je prends un peu plus de temps, mais finalement, ça part tout aussi mal quand ça part. Mais voilà, on est complémentaires, mais c'est vrai que ce processus, enfin ce pacte d'associés a été, c'est vital. Sinon, c'est vrai qu'on serait parti un peu à la one again. Oui, pas de souci, on fait un peu, on verra comment ça se passe au fur et à mesure. On va jamais se tirer dans les pattes. Et malheureusement, la réalité est que quand il y a des sous d'investis, que tout le monde travaille tout autant dans la boutique, on passe nos vies, on passe notre vie là-bas. On savait que quand on a monté la société, d'autant plus une laverie, minimum c'est 10 heures par jour et on travaille du lundi au samedi. Donc autant vous dire qu'on passe plus de temps ensemble qu'à la maison avec nos conjoints. Alors nous, on n'a pas d'enfants, on a des animaux. Donc plus de temps avec nos conjoints et nos enfants à 4 pattes. Voilà, c'était vital de faire ce pacte d'associés. Oui, on est passé par un cabinet. C'est Isa qui a fait tout l'administratif. Moi, j'ai demandé à des amis qui étaient déjà entrepreneuses, qui avaient déjà des sociétés chez qui aller, vers qui s'orienter, mais elle a pris les devants. Oui, on a pris un cabinet, on a pris une société, on a le comptable, la juriste. Voilà, elle fait la compta un peu à la boutique, mais sinon on envoie tout, on sous-traite tout en extérieur. Voilà. Oui. En plus, moi, je ne sais pas compter. Donc, si jamais elle est malade, c'est quand elle part. Oui, enfin bon, toute la paperasse, etc. Quand elle part en vacances, quand elle pourra partir en vacances, quand on pourra prendre des vacances, pas tout de suite. On a quelqu'un pour tout gérer en dehors, ouais. Bonjour. Ma question va s'adresser à M. Vidayak. Je voulais vous demander, avec ces 3 entreprises, finalement, comment vous arrivez, comment vous prenez pour vous organiser, pour vous planifier dans la communication, finalement, au quotidien. Full cardio. Pardon. Je planifie, chaque société a sa particularité. Ma société principale, ça reste CSS, dans laquelle j'y suis tous les jours dedans. Donc sur ça, j'ai pas d'organisation à faire, c'est mon quotidien. Pour Porte Automatic System, c'est une bonne question parce que
Au départ, on s'était dit bon, on se voit quand on se voit, et puis voilà. Et en fait, non, on se rend compte que il faut communiquer. Donc, on a rapidement mis en place un minimum d'une réunion par mois entre gérants, au minimum. Et après, je les appelle quand même quasiment toutes les semaines parce que sur les sites sur lesquels je suis avec mon bureau d'études, je suis confronté en fait à leur travail. Donc naturellement, ça s'est mis en place et toutes les semaines, on communique pour un besoin technique et pour faire avancer le projet en fait. Sur le Beauty Bar, où là par contre, je suis arrivé et j'ai posé de l'argent et après, j'ai un peu aidé, on va dire, à la communication, mais sans plus. Enfin, c'est pas moi qui fais tourner la boutique. Là, j'ai instauré, on va dire, un jour tous les 15 jours à peu près, et un repas, parce que on n'est pas toujours obligé de faire des choses formelles. On peut aussi se retrouver autour d'un repas et échanger. Ça casse un peu le côté affaire. Et un repas à peu près par mois. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'il faut quand même montrer à son associé qu'on est présent. Et qu'on garde un œil sur les choses, parce que si on est trop en retrait, il faut savoir se retirer quand c'est à l'autre associé de mener la barque. Il faut savoir le faire, mais jamais complètement, parce que si on le fait complètement, on ouvre la porte aussi au fait que l'associé se dise c'est bon, je peux faire ce que je veux, je suis pas surveillé. Donc il y a un minimum à avoir. Moi je suis parti pour l'instant, c'est au cas par cas, il n'y a pas de règle exacte, mais je suis parti moi sur tous les 15 jours à peu près et un repas par mois sur la partie Beauty Bar. Voilà. Mais après, ça peut évoluer si je suis sur un projet peut-être plus gros. Là, par exemple, si on commence à avoir beaucoup de salariés, un projet très gros, là, on pourrait tabler sur ce qui se fait de manière plus fréquente tous les X jours de la semaine. Donc, par exemple, tous les mercredis, réunion gérance, où on en est où, on va où. Ça peut être mis en place aussi quand on est sur des projets assez consommateurs en termes de temps et d'énergie. Voilà. Ah ok, d'accord. Non mais par informatique, c'est bien, parce que tu peux tout mettre. Tu as Teams, tu as plein d'outils pour lesquels tu peux utiliser. Et par contre, ça ne remplacera pas, si tu veux, la communication, de se voir. Alors moi, pour cette partie-là, c'est juste le drive en fait. Sur la partie drive, j'ai tout, que ce soit la partie facturation, la partie proposition commerciale, la partie dossier. Voilà. Après, je cache pas que moi j'ai tout appris sur le tas il y a à peu près 5 ans. Hein, donc je suis arrivé, j'ai un peu tout découvert sur le tas aussi. Hein, donc je suis pas au niveau des outils. Moi je me suis d'abord lancé dans l'action et après j'ai regardé comment on pouvait améliorer les choses. Hein. Donc je suis pas le meilleur des spécialistes en outils, mais en tout cas le drive m'aide bien. Surtout aujourd'hui, si je fais le parallèle avec mon père, qui est à peu près 6 mois par an en métropole. Donc là, le drive, super important. Grosse galère au départ, mais oui, c'est ça. C'est le drive. C'est vrai que c'est moi le dinosaure normalement dans ça, mais le drive, c'est en fait, on met tout sur le cloud, sur Internet, et à partir de là, à partir du moment où on a un fichier qui est dessus, la personne, peu importe où elle est, elle peut y accéder et vérifier et travailler aussi dessus si elle travaille dessus. Donc voilà. C'est une des solutions qu'on a mis en place. Mais après, je rebondis sur ce qui a été dit. À un moment donné, la présence terrain, elle est nécessaire dans les affaires. Elle est nécessaire pour voir ce qui se passe quand même. Parce qu'on peut avoir un très beau drive et en fait avoir une société qui bat de l'aile. Et puis après, vous avez des rendez-vous un peu obligatoires. Hein, parce que quand vous êtes associé, il y a la remise du bilan. La personne qui a plus de 25% de part, elle peut
elle demande à voir les comptes, comment la rémunération est inscrite au PV d'assemblée. Enfin, donc vous avez des rendez-vous obligatoires. Donc après, il y a la gestion de l'entreprise et ensuite vous avez des rendez-vous obligatoires qui font qu'il y a des points. Mais ce que vous dites, c'est juste, il faut trouver une organisation pour pas simplement aller qu'au point et découvrir le constat de la situation, quoi. En fin de compte, c'est la structure et c'est dans le pacte associé, vous allez écrire le dénouement en cas de décès, en fin de compte. C'est ça le vrai sujet. Parce que le problème, c'est le décès et on ne sait pas quand est-ce qu'on décède. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une conséquence, surtout si on est marié, vis-à-vis de nos associés. Et c'est là où on va écrire la façon dont on souhaite que ce soit dénoué. Et après, vous pouvez avoir des clauses où vous allez toujours, par exemple, vous allez pouvoir donner un droit de priorité à votre associé pour qu'il puisse avoir les parts, et vous avez des possibilités de permettre à ce que des contrats d'assurance payent les parts aux personnes de la famille qui auraient dû les récupérer. Mais tout ça, ça s'écrit. Si vous n'écrivez pas, c'est le droit et la succession qui va s'appliquer et donc qui va s'imposer dans votre entreprise. Et ça c'est voilà, c'est ce que vous allez écrire et faire au démarrage. Mais c'est juridique, mais ça se décide et ça s'écrit. Et ce que vous avez décidé, ça s'appliquera. Alors, quand je dis pour le pire, pour le meilleur et pour le pire dans les affaires, j'ai géré les affaires comme moi j'ai géré mon couple, par exemple. Donc, tout est cadré dès le départ, en fait. On sait qui a quoi. Si on se sépare, on sait qui a quoi. Et puis, il n'y a aucun souci avec ça, justement. Au contraire, le fait d'avoir tout cadré dès le départ, il n'y a pas de sous-entendu. Et pour le coup, c'est une affaire qui tourne depuis 12 ans et qui marche très bien, parce que c'est important. Après, je rebondis sur une autre chose. Je ne sais pas si c'était un peu aussi une question dans la question, mais le rôle du conjoint quand on est entrepreneur. Moi, je suis partisan du fait que derrière, alors on pourrait le tourner, mais moi je suis un homme, donc derrière tout homme qui réussit se cache une femme forte. Et clairement, cette phrase, elle est on ne peut plus vraie. Ma femme, elle a une opinion qui est complètement différente de la mienne. Et c'est super parce que au départ, souvent on s'engueule au départ parce qu'on se dit je suis pas d'accord avec elle, donc on n'est pas d'accord. Je lui dis de toute façon tu comprends pas, elle me dit toi non plus, et puis bon. Mais après je me dis en fait ouais, elle a vu les choses d'une manière que je n'avais pas du tout abordée. Et en fait le fait qu'elle a une vision des choses complètement différente de la mienne, elle m'apporte énormément, et surtout l'autre chose c'est qu'elle a ma confiance absolue. Donc par rapport à ça, c'est un très gros soutien, et c'est bien d'avoir des conjoints qui sont là pour vous, pour prendre le relais, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour vous apporter une idée ou un autre point de vue. C'est très important parce que clairement ça vous mange le quotidien, et si vous n'êtes pas épaulé ou si vous avez quelqu'un de toxique à côté de vous, bon courage, parce que déjà avec les affaires ça peut être très toxique. Alors si à la maison c'est toxique aussi, bon courage. Donc ayez un bon petit sanctuaire à la maison et entourez-vous bien, et ça marche bien en principe. Je vous raconte aussi une petite anecdote. C'est pas en Calédonie, donc c'est bon, on peut le faire. Non, mais parce que après, c'est petit, hein. Mais voilà, moi j'avais un de mes clients aussi, donc c'était en métropole, marié depuis 30 ans, 3 enfants, pas de contrat de mariage, et son conjoint travaillait dans l'entreprise tous les jours, sans statut. Donc voilà. Et ce monsieur, il est retourné avec son amour de jeunesse. Voilà. Bon, après ça, nous, on ne regarde pas ça, mais techniquement, sa femme, elle a réclamé la moitié de tout ce qui a été construit, et elle a fait valider devant le juge qu'elle avait travaillé toute sa vie
et qu'elle devait être indemnisée parce qu'elle avait travaillé toute sa vie dans l'entreprise. Et donc, il a indemnisé il a été, alors c'est divorce, il a été condamné à indemniser son conjoint par rapport à ça. Mais ça revient à ce qu'on dit, à un moment donné, même si on est marié et qu'on travaille avec son conjoint, il faut que le conjoint il ait un statut. Et ça pose un sujet, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, où, par exemple, il y a des dispositifs comme le statut du conjoint collaborateur ou des statuts sociaux de cet ordre-là. Ce sont des statuts qui sont adaptés pour des petites structures. Alors que là, très vite, on va être obligé d'être soit co-gérant, soit d'être salarié. Voilà. Et des fois, quand on démarre une activité, on n'a peut-être pas les moyens de faire ça. Et ça, c'est un travail qu'on essaye de pousser. Il n'y a pas que le CPME, les organisations patronales et certaines associations poussent aussi à ce qu'on essaye de mettre en place des statuts sociaux, même pour les micro-activités, les petites activités, pour justement éviter des situations comme celle-ci. Moi, je suis tout à fait d'accord. Alors, moi, j'ai créé une société avec des amis. La société, elle fonctionne pas. Quand j'ai voulu leur parler de faire une convention, de faire un truc pour justement faire les choses claires, parce que moi, je suis côté finance et puis eux, c'est tout de l'autre côté. Ils m'ont dit, mais Lydia, on a confiance en toi et tout ça. Donc après, j'ai cédé parce que c'est de très, 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 très bons amis. Et puis là, actuellement, c'est une société qui ne tourne pas beaucoup. Et puis, on ne sait pas qui fait quoi. Et je suis vraiment dans ce cas-là pour cette histoire-là. Effectivement, il y a la confiance, mais c'est vrai qu'en fin de compte, quelque part, il faut vraiment, vraiment se faire un pacte d'associés, se tourner vers des gens aussi, vers le juridique, vers des spécialistes, parce qu'on n'est soi-même pas forcément spécialiste en tout. Et puis en fin de compte, on s'aperçoit que quand tu reçois ta première facture de patente et qui c'est qui paye, et l'autre il n'a pas payé, puis en fin de compte, comme tu veux pas toi, tu es clair, tu veux pas te faire reprendre juridiquement parce que effectivement tu avais accepté d'être co-gérant, et c'est toi qui as payé la patente, mais c'est toi qui l'as fait. Et donc quand je vous dis que la patente elle est très chère parce qu'elle fait 250 000, donc ça c'est vrai que c'est cher. Et puis que tu n'as pas forcément 250 000 à sortir, surtout quand tu vas chercher dans tes économies, voilà. Comme dit Yann Michel, c'est vrai. Si tu cadres pas dès le départ, même si ce sont tes meilleurs potes, même si c'est ton copain, je veux pas dire, mais ce sont vraiment des super potes que j'ai. Il y a une fille, il y a un garçon, et ils réussissent, mais ils font tout. Alors, je m'aperçois maintenant qu'ils font tout, plein de choses comme ça à la volée, et que c'est pas forcément ce qu'il faudrait. Le sujet, c'est la confiance. Et en fin de compte, ce n'est pas une question de confiance. Parce que après, tes amis, ça restera toujours tes amis. Ta famille, c'est ta famille. Donc, si tu rentres la confiance dans quelque chose que tu ne maîtrises pas, il peut y avoir un problème. C'est ça le point de départ. Ça veut dire que comme on n'est pas parfait, il peut se passer n'importe quoi qui fait que ça peut se passer différemment. Et si tu mets la confiance là-dedans, tu mets un problème supplémentaire qui n'y est pas. Et il faut arriver à se dégager de ça. Et le fait d'écrire les choses, ça protège la relation, en fin de compte. Alors, des fois, ça peut être bizarre, parce que quand c'est ta famille, quand c'est un ami d'enfance, quelqu'un que tu connais et tout, tu te dis, je ne vais pas écrire, c'est comme ça. Mais ça nous protège, en fin de compte. Et ça protège notre relation. C'est le meilleur moyen de ne pas perdre sa famille et ses amis. C'est de l'écrire. Parce qu'une entreprise, ça peut grandir, mais ça peut aussi disparaître. Bon, les liens qu'on a avec sa famille, ça ne doit pas disparaître. Et les liens avec ses amis, ça ne doit pas disparaître non plus.
Donc on ne peut pas poser le sujet de la confiance dans cette notion-là. Et c'est ça qui est difficile. C'est difficile parce que, monsieur l'a bien expliqué aussi, c'est bon, des fois, il te manque un peu d'argent quand même pour faire ton projet. Hein, et bon, il y a des aides, il y a des associations, il y a la banque, puis des fois, il en manque quand même un bout. Donc, des fois, l'activité va t'obliger à, ou va t'amener dans certaines situations. Et le fait de ne pas mettre la confiance dans ça protège d'une façon importante. Et après, je pense que quand il y a des périodes de crise, quand tout a bien été écrit, tout a bien été dit et que c'est revu régulièrement, je pense qu'on les vit plus aisément, quoi. Voilà. Et c'est dans le monde de l'entreprise, il y a des circonstances extérieures qui sont indépendantes de la volonté des uns et des autres, et ces problèmes-là peuvent créer des problèmes si on n'a pas écrit de la meilleure façon de s'en sortir. Je vais juste rajouter une chose par rapport à ça, parce que oui, c'est vrai que les affaires, c'est super, ça a une forme de liberté, on porte son projet, etc. Mais si je mets mon masque un peu noir et pessimiste, je voudrais rajouter une chose, c'est quand même les affaires, c'est extrêmement destructeur. C'est extrêmement destructeur pour vos relations. Et en plus, petit à petit, si vous réussissez, ce que je vous souhaite, vous allez voir que vos relations vont s'amenuiser autour de vous, soit parce qu'il y a des gens qui sont jaloux de votre réussite, soit parce que vous n'avez pas le temps de consacrer, vous n'avez pas du temps à consacrer à certaines personnes parce que vous êtes trop absorbé par votre quotidien. Alors le bémol que je mets par rapport à ça, notamment l'association entre amis, alors c'est pas une vérité absolue, c'est pas du tout une vérité, c'est juste moi mon ressenti et ce que j'ai pu expérimenter malheureusement sur un des projets. C'est que il faut pas s'associer par amitié, parce que l'amitié ça représente un peu l'association de la famille, mais sans les avantages de la famille pour moi en fait. Et l'autre chose, c'est que comme je vous l'ai dit, les affaires c'est destructeur. Et quand on a des amis qui sont précieux, qui nous sont chers, si vous les mettez dans les affaires et que les affaires se passent mal, malheureusement, des fois, vous pouvez perdre l'affaire et l'ami qui va avec. Ou pas, ouais, on peut... voilà. Donc, plutôt que tout perdre, moi, franchement, les amis, au début, j'étais dans mes premiers projets, je me dis, ouais, j'ai des potes, je m'entends super bien avec, allez, c'est parti, lui, il est fort dans ça, on va faire ci, on va faire ça ensemble. Et puis quand j'ai commencé à voir comment ça se passait dans les affaires, j'ai dit, ouf, on va quand même peut-être séparer un peu les choses, me garder mon petit sanctuaire à moi et pas l'amener dans le monde de requins un peu que sont les affaires. Hein, parce que l'argent pourrit énormément de relations. Donc c'est pour ça, moi je vous conseille plutôt que tout perdre, de séparer et surtout pas s'associer par amitié uniquement. Ça c'est une erreur par contre qui est pour moi à ne pas faire. Voilà. Oui, tout à fait. En fait, un projet, c'est comme un puzzle. Et on a rarement toutes les pièces du puzzle en nous, en fait. Donc, une fois qu'on a identifié quel puzzle on va à l'arrivée, là, on se dit, OK, quelle pièce il me faut pour terminer mon puzzle, en fait. Et c'est comme ça que l'idée de base, c'est peut-être nous qui sommes moteurs et qui avons cette idée, cette étincelle. Mais après, il va falloir chercher les pièces qui vont nous entourer. Et justement, ça, c'est un des secrets aussi pour moi, auquel j'accorde énormément d'importance, c'est la capacité à aller chercher ce qui nous manque et la qualité de ce qui nous manque, en fait. Ça, c'est important de savoir déceler autour de vous qu'est-ce que peuvent vous apporter vraiment les gens avec qui vous vous associez. Si vous jugez mal ça, vous allez vous associer avec des personnes qui ne sont pas pertinentes et qui vont clairement vous freiner le projet et voire même vous détruire le projet. Ça, c'est extrêmement important. C'est la capacité à bien s'entourer. On ne peut pas faire tout seul. C'est impossible. Moi, il y a des choses que j'aime pas faire ou il y a des choses dans lesquelles je suis pas bon. Plutôt que m'acharner à vouloir mal les faire, il vaut mieux que je prenne quelqu'un qui les fera très bien avec moi. Ça, c'est vraiment important de très très bien s'entourer. Ça, c'est une base pour moi. Mais peut-être pas en tant qu'associé. Après, c'est à vous de voir.
Mais moi, je pense que tu peux être bien entouré de plusieurs personnes qui ont vraiment de l'expérience, de l'expertise dans ce qu'ils font, mais de les payer à te donner ce que tu as besoin, plutôt que de les prendre en associé tout de suite. Non, c'est... Oui, c'est moi. Oui. Alors, vraiment, je pense que du coup, Isabella et moi, on rentre vraiment dans aucune des cases parce qu'on était des collègues, mais sans vraiment être de vrais collègues. On travaillait pour la même boîte, mais pas ensemble. On était des connaissances, mais pas vraiment des amis. Et je ne sais pas pourquoi elle voulait absolument travailler avec... Alors, je sais pourquoi elle voulait absolument travailler avec moi. Parce qu'elle a des compétences bien spécifiques, donc administratifs, gestion, etc. Et moi, c'était vraiment le terrain. Mais nous, ce qu'il nous fallait... On n'avait pas un projet dans le sens, c'est-à-dire que la laverie, c'était pas une passion de toute une vie, quoi. J'avais pas, mon but en grandissant, c'était pas de laver les culottes sales des gens. C'était pas ça que je voulais faire à la base. Et elle non plus. Mais il nous fallait, c'était un peu dans l'urgence, il nous fallait quelque chose à nous en fait. Et moi, j'allais pas réouvrir une énième patente de prof d'anglais ou retourner dans la com parce qu'au moment où le Covid est arrivé, on n'est pas vieilles ni l'une ni l'autre. Mais par contre, sur le marché du travail, enfin moi, j'avais pas envie de me retaper et les CV et les entretiens. Elle, il fallait qu'elle reste en Calédonie. Elle pouvait repartir bosser en Suisse, aux États-Unis, mais bon, son conjoint est ici, donc il nous fallait quelque chose qui soit à nous. On ne savait pas quoi faire. Cette idée de laverie, elle s'est dit, c'est littéralement, la laverie est en bas de chez elle, dans le même immeuble. Donc elle s'est dit, ah, tiens, pourquoi pas, ça c'est quelque chose que Julie, elle peut gérer. Elle a fait le business plan. Enfin, c'était vraiment... C'était que des opportunités qui ont été saisies au fur et à mesure. Mais à la base, moi, je savais qu'il était... Je voulais faire quelque chose pour moi. Je savais que je ne voulais pas travailler ni avec la famille, ni avec les amis, parce que non, merci. Aucun d'entre eux allait... Ni moi, la première, j'avais pas de... Moi, mon conjoint, il est fonctionnaire, donc il n'avait pas besoin de penser à quoi que ce soit. J'aurais pu rester à la maison. Ma famille, hors de question. Les amis, chacun, soit salarié, soit avec des compétences bien précises. Auxquelles moi, j'apportais rien de plus. Donc, c'était vraiment de l'opportunité. Mais à la base, on avait... on n'était pas... amené, c'est-à-dire que c'est une union qui s'est faite, qui fonctionne très bien, mais c'est vrai que on n'aurait pas pensé ni à l'une ni à l'autre. C'était des opportunités, voilà. Donc c'est vrai que le business a plein de couleurs différentes, plein de, ça peut prendre un peu toutes les formes, soit des gens extrêmement compétents, qualifiés, qui savent dès le début ce qu'ils veulent faire, ou alors des gens qui veulent, comme Isabella et moi, avoir quelque chose à nous, mais on ne savait pas trop quoi, comment, où, voilà. Et en plus, aussi, au-delà de ça, on est des très mauvaises élèves parce qu'on est toutes les deux en couple, pas ensemble, c'est pas vraiment, depuis des années. Mais alors, ni paxé, ni quoi que ce soit. Moi, je commence à peine à travailler sur mon testament parce qu'on va se paxer. Du coup, on s'est dit, oui, il faut se paxer, mais il faut faire un testament en plus. On a acheté en étant... c'est du grand n'importe quoi. Donc, écoutez les gens qui savent de quoi ils parlent. Bon, maintenant que tu as pris conscience de ça, tu as intérêt à faire. Je sais, mais la paperasse, oui. Oui. Oui, et quand ça vous arrive, voilà. Et voilà, et moi qui suis phobique absolument de l'administratif, pardon, et Isabella qui, elle, ne l'est pas du tout. Je ne comprends pas pourquoi, et aussi bien nos conjoints. Je ne sais pas pourquoi rien n'a été fait avant. Je ne sais pas. Mais bon, c'est sur le point d'être fait. Je te donnerai des exemples, tu vas voir. Moi, je disais aussi que quel que soit le partenariat ou l'association que vous voulez faire, donc ça peut être des associés dormants, donc des business angels, mais c'est vrai que dès le départ, on écrit comment on va sortir, comment cette personne va sortir.
Et ça, c'est tout à fait vrai. Quand on est potes et puis qu'on se dit oui, on a confiance, oui, ils ont confiance en moi, oui, moi j'ai confiance en eux, moi il faut dire doucement maintenant. Donc c'est vraiment, c'est pas évident. Et quand par rapport à chaque ethnie, c'est différent aussi, parce que moi, j'ai mes potes, ce sont des Kanaks, des machins, tout ça, donc des Wallisiens, etc. Et l'association n'est pas évident quand on est avec des gens d'ethnies différentes. Alors moi, il faut me regarder pour qu'on me dise que je suis asiatique, mais sinon, en étant né ici, tout ça, donc moi, si je ne me regarde pas dans la glace, j'ai pas d'ethnie. Mais c'est vrai qu'après, dans nos gènes, on porte des choses qui font que y a des choses on ne dit pas, des choses que on va faire, mais on ne se le dit pas réellement. Et je pense que ça, c'est ce qu'il faut changer. Quand on veut rentrer dans les affaires, il faut vraiment tout écrire. C'est ce que je me dis maintenant, après plus de pas mal d'années d'expérience. Comme dans un mariage. Voilà, c'est ça. Non, mais on est en état d'esprit pour se protéger. Oui. Oui. C'est ça. Et ça enlève un poids. En fin de compte, il faut réfléchir comme quand on n'a pas envie de dire, c'est de se dire de quoi j'aurais peur, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va m'arriver. Alors vous avez, en créant une société, vous rentrez dans un système et malheureusement, il faut répondre à plein de choses dans ce système. Il faut répondre aux obligations fiscales, puisque j'arrête pas d'en parler, des taxes, tout ça. Et puis, il faut répondre, si vous avez des salariés, vous avez le droit du travail. Il faut savoir que ça existe aussi et que c'est applicable, parce qu'il y en a certains, ça ne les gêne pas. Et puis tout un tas d'autres choses. Donc, voilà. C'est là qu'est la plus importante des batailles, je dirais. Donc c'est cette bataille qui permettra de gagner la guerre en cas de problème, je pense. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Après, comme j'ai dit, ce qui est important, c'est de garder toujours en ligne de vie la morale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas saigner les gens avec qui vous êtes. Moi, ok, je me bats pour être majoritaire. À part avec mon père, il avait envie de se retirer petit à petit. Bon, là, il a en pré-retraite, je dirais. Donc lui, il n'y avait pas de souci. C'était une condition pour que je revienne. Je suis maître de mon destin. Je ne quitte pas l'armée pour après, si jamais ça se passe mal, je repars une main devant, une main derrière. Donc ça, c'était voilà. Donc ça, il n'y a pas eu de souci là-dessus. Par contre, après, oui, c'est sûr que tout le monde veut essayer d'être majoritaire à un moment donné ou veut essayer d'avoir sa part de pouvoir dans la société. Mais malheureusement, tout le monde n'amène pas les mêmes choses, tout le monde n'amène pas les mêmes garanties. Il faut savoir qui fait vivre le projet et qui peut le tenir aussi en cas de problème. Par exemple, moi, sur Porte Automatic System, c'était un de mes arguments, c'était que moi, je suis capable d'assumer le crédit à 100%. Je peux même payer la part des autres s'il fallait. Si jamais on avait un trou dans l'activité, parce qu'on parle des assurances, je ne vais pas rebondir sur les assurances, mais bon, les assurances, oui et non, je dirais. Il faut être capable d'amener un poids qui justifie votre position dans l'entreprise. Si je veux être majoritaire parce que je veux pouvoir décider, ouais, non, ça ne marche pas. Il faut justifier les choses. Sur Porte Automatic System, ils m'ont opposé leur aspect technique et leurs compétences. Sans eux, la boîte, elle n'existe pas. Concrètement. Sans moi, par contre, ils ne vendaient pas leur boîte de la même manière, ils ne la développaient pas de la même manière. Donc on a trouvé ce terrain d'entente. Sur le beauty bar, là, c'est moi qui finançais tout, donc c'est comme ça, là, ça a été l'argument pour prendre la majorité. Et c'est délicat parce que ça peut amener des fois, dès le départ, à une crispation. Et puis en fait, le projet se fait pas parce qu'il y a deux, je dirais pas, c'est pas dominant, mais deux gens qui veulent absolument être décisionnaires. Et en fait, le projet ne naît pas à cause de ça.
C'est là qu'il faut savoir aller sur le terrain du compromis, qui fait peur un peu à tout le monde des fois, qui est le 50-50. Mais attention, pas sur tous les projets. Moi, je l'ai fait sur un projet, je le ferai peut-être pas sur d'autres, même si ça se passe très bien aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de risques. Il y a quand même beaucoup de risques et ça demande un gros effort d'introspection et de capacité à aller vers l'autre. Hein. Il faut pas, quand ça va pas, faut pas se dire ça va pas, on va faire comme moi je veux, parce que là, sinon, ça marchera pas. Okay. En fin de compte, le sujet départ, il pose deux sujets. Dès que vous avez plus de 25% départ, vous avez le droit de regard et le droit de veto aux décisions dans l'entreprise. Donc, vous n'êtes pas majoritaire, hein, mais vous avez quand même plus de 25%. Donc, ça c'est un sujet. Donc, le droit de veto dans les entreprises, le droit de regard dans les entreprises. Ensuite, le nombre de parts que vous avez. Si vous êtes majoritaire, vous êtes travailleur non salarié. Si vous êtes égalitaire, si vous êtes minoritaire, vous êtes salarié. Donc ça détermine aussi votre statut social, les charges sociales et l'environnement. Voilà. Après, on peut faire des collèges de gérance. Enfin, on ne rentre pas techniquement à l'intérieur, mais voilà. Mais en tout cas, ça détermine ça aussi. Et puis après, il y a un autre point, c'est que par exemple, quand vous créez une entreprise, on va dire, allez, techniquement, la valeur départ, c'est 0 ou ce que vous avez apporté. Au bout de 3 ans, vous marchez super bien. C'est la valeur de l'entreprise à 3 ans, pas ce que vous avez apporté avant. Donc, si vous êtes avec un investisseur et que les choses, elles n'ont pas été écrites dès le départ et que les choses, on n'en a pas conscience, un jour, il peut vous dire « Maintenant, je veux récupérer mon argent » ou « Je vais récupérer mes parts ». Donc déjà, la valeur, c'est la valeur au moment où vous cédez. Et puis ensuite, c'est est-ce que vous avez la trésorerie, pas la trésorerie. Donc toutes ces questions-là, elles sont réelles quoi, hein, dès le départ. Et là, si vous êtes avec quelqu'un qui vous a apporté de l'argent et qu'il a départ et qu'à un moment donné, il veut récupérer, s'il vous dit « je veux récupérer » et que les clauses de dénouement ou le fonctionnement n'a pas été fait, il faut payer, hein. Après, il y a un sujet qui va peut-être un peu se régler avec les nouvelles législations. C'est aussi la détention de parts. Elle détermine le versement des dividendes. Voilà, c'est-à-dire la rémunération du capital. Et donc, si vous distribuez des bénéfices, vous le distribuez à hauteur des parts. Donc ça aussi, à un moment donné... vous êtes gérant, vous faites tout le travail, ok, il a apporté un jour, c'est bon, des fonds, on est d'accord, mais est-ce que vous avez envie à un moment donné, toute votre vie durant, de distribuer votre bénéfice? Parce que pour distribuer, vous ne pouvez pas faire que vous et pas l'autre. Hein. Donc voilà, toutes ces questions-là, elles se posent. Et c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir vraiment être accompagné, parce que vous pouvez décider d'une situation qui est peut-être pas qui peut être un peu malaisante, on va dire, au démarrage, mais vous pouvez vous dire, très vite, je vais écrire comment je vais rapidement m'en sortir aussi de cette situation. Voilà, enfin, tout peut être pensé et réfléchi et écrit. Après, je suis d'accord avec vous, monsieur, c'est pas forcément... c'est pas prévoir le pire, mais c'est juste la vie. Dans la vie, il y a des choses qui sont prévisibles et des fois, il y a des choses qui sont imprévisibles. Voilà. Une entreprise, ça vit aussi, quoi. Ça naît, ça vit, ça meurt. Et il y a des choses prévisibles, il y a des choses imprévisibles. Et ça, on doit pouvoir être accompagné pour regarder ces points-là. Se lancer. Et moi, je dis à tous mes jeunes, faut se lancer. Toutes vos idées, elles sont super. Tout ce que vous pourriez faire, c'est super. Donc après, c'est comme la vie, effectivement. Il y a beaucoup de choses. Après, il faut essayer de prévoir. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé ? Moi, j'ai toujours aimé quand même un peu l'action. Il fallait que je vive dans l'action pour faire les choses. Donc, dans mon ancien métier, c'était le cas. Et aujourd'hui, pareil, j'ai toujours une phrase moi qui me vient en tête, c'est « Seuls nos actes nous définissent ». On peut avoir la meilleure idée, si on ne la traduit pas en acte, ça restera juste une idée. Et on peut avoir une idée qui est moins bonne, mais on la traduit par un acte,
Et résultat, on avance. Voilà, moi, c'est toujours ce que j'ai en tête, c'est ça. Seuls nos actes nous définissent. C'est ce qu'on fait, nos actions, qui font qu'on avance. Après, on ne va pas passer sa vie à regretter non plus. Se lancer, oui, bien sûr, n'hésitez pas, mais faites-le en étant bien entouré et bien protégé. Dans un coup. Puis aussi, je voudrais terminer sur le fait qu'en Nouvelle-Calédonie, on est vraiment gâté de ce point de vue-là. Parce que déjà, je ne peux pas dire facilement, mais beaucoup plus facilement que dans d'autres endroits, on peut trouver des gens pour nous aider quand même. Ça, c'est quand même énorme. Et il y a énormément de structures qui sont dédiées à aider les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, pour pouvoir mettre en place leurs projets. Et ça aussi, c'est vraiment une chance que l'on a de pouvoir le faire sur notre territoire. Et il y a énormément de bienveillance sur tous les projets entrepreneuriaux. Oui. Que ce soit au masculin ou au féminin, il y a vraiment beaucoup de dispositions pour vous aider à mettre en place vos projets. Alors les jeunes femmes, il faut se lancer. Hein. Moi, je fais partie des femmes chefs d'entreprise, donc je vais dire, il faut se lancer. Et puis vous avez Naomi avec Pépite. Ça, c'est trop génial, hein, n'est-ce pas? Et tout le monde s'amuse bien. Demandez aux autres, là, ceux qui ont fait Pépite. Et puis, vous allez voir, il y a des super projets partout. Et puis, vous revenez au hackathon, au Hakagou demain, l'année prochaine. Non, les jeunes. Ils étaient au Hakagou. Donc, un grand merci à nos intervenants qui sont venus partager beaucoup de connaissances et de leur vécu dans les entreprises leur propre entreprise, pardon. Encore un problème avec l'élocution. Donc, je vous remercie à tous d'être venus. Et pour clôturer ce café sans filtre, ben justement, café sans filtre, il y a le café qui sera dehors avec une distribution de croissants et de jus d'orange ou jus de fruits. Du jus, voilà. Merci à tous. Karaoké. Et merci Irvine, du coup, voilà, c'est stressant, mais c'est bien de l'avoir fait, bravo d'avoir animé ce café sans filtre. Merci encore à vous d'avoir pris le temps d'être là. Pour ceux qui sont encore dispo, du coup, petit déjeuner, et, voilà, encore une fois, n'hésitez pas à venir les voir, poser vos questions que vous n'auriez pas osé poser maintenant pendant les échanges. Et puis j'espère que ça vous donnera envie de vous lancer ou de tester en tout cas vos projets. Donc merci beaucoup pour votre présence ce matin.